qu'un discours de haine et quelle limite à la liberté d'expression, qui est aussi toujours en lien et on doit toujours faire attention évidemment à cette dimension. La haine, ça relève de la pulsion, ça relève du rejet, ça relève de la honte, du dégoût, de l'envie, du manque de reconnaissance. Nous pensons aussi que la culture favorise l'identité et quand les gens ils savent ce qu'ils sont, ils peuvent aussi bien se sentir chez eux et ils peuvent aussi se défendre quand c'est nécessaire. Les discours de la haine, en général, on sait que ça touche vraiment beaucoup de gens et en particulier, bien sûr, la diaspora africaine. Pour vraiment essayer d'identifier comment est-ce qu'un jeune en fait se sentait dans sa ville et comment est-ce qu'il pensait qu'on le voyait en fonction de là où il venait. Et on s'est vraiment rendu compte que il y avait quelque chose dans la construction de l'identité qui avait un rapport avec l'autre qui était hyper important. We have done now 1 year and a half ago a research through questionnaire where we wanted to understand a little bit better the composition of the Italian immigration, the problems they are facing, and how they are addressing the problem, and also there was a part on this research about stereotypes. Par rapport à la déshumanisation qui est liée à tous ces phénomènes, qu'aujourd'hui même on a su qu'un jeune de 29 ans, Ilias, il est mort dans un commissariat, encore après 10 jours, un autre mort. Et on a attendu 3 jours avant de connaître seulement le prénom de ce jeune, seulement parce qu'il était sans papier. Enfin, c'est des phénomènes de déshumanisation très typiques. Et donc, on le voit sur les quelques dossiers de revenge porn dont on a déjà été saisi depuis le 1er juillet. Et ça se passe effectivement sur les réseaux sociaux. Io mi sono confrontata con l'odio online in quanto rappresentante di 2 o 3 categorie, insomma. La prima, che è quella di essere donna, però mi ci relaziono, diciamo, anche in qualità di giornalista. La terza categoria è quella di chi si contrappone a questo sistema digitale, a questo sistema online, pur volendoci stare. Da francese di origine italiane, ma anche di origine immigrate del Mezzogiorno, ho potuto subire un doppio razzismo, diciamo. Tanti ragazzi, tante persone di origine italiane hanno completamente dimenticato che il razzismo nei confronti degli italiani era molto forte fino agli anni 70-80. Sappiamo tutti che il razzismo si è orientato contro altre categorie di persone di origine diverse, di origine musulmane, di origini africane, o per orientamenti sessuali, eccetera, però è sempre la stessa cosa. Capire che il razzismo è una cosa che cambia, che si modifica col tempo. L'odio ovviamente si è un po' spostato online. E molto spesso questi dibattiti sono alimentati da profili inesistenti, profili comprati, chatbot, avatar, chiamiamoli come vogliamo. Quello che ci aspettiamo come esperti di comunicazione, esperti di media literacy, se vogliamo, è un percorso di alfabetizzazione un po' più maturo dopo la pandemia di Covid 2019. Je suis arrivé en 1953 en Belgique, dans une Belgique coloniale, structurellement raciste, avec un côté paternaliste, qui avait comme but de civiliser les Africains qui étaient des grands enfants. Dans la mesure où l'histoire a été utilisée comme un outil de haine, un outil de discrimination, un outil de suprématie des uns par rapport aux autres, le travail est à faire au niveau de l'histoire. Donc il faut réparer
l'histoire. Je me souviens de quand j'étais petit et j'avais 8 ans, donc on a été rapatriés du Rwanda pendant le génocide en 94 avec mes parents et arrivé dans le sud de la Belgique. On habitait quelques années près d'Ouarem. Les jeunes enfants dans mon école parfois m'appelaient le petit noir. Et donc en fait j'étais la seule personne qui était un peu colorée dans toute cette école. Et le fait que je me fasse appeler le petit noir, ça m'a fait aussi prendre conscience déjà de cette différence de couleur. J'ai pas vécu personnellement du cyberharcèlement par rapport à ma couleur de peau, mais plutôt parce que je suis une femme. Donc... J'ai été sur Facebook de mes 17 à 21 ans et ça m'a vraiment suffi. Donc voilà, pour cette raison, j'ai vraiment voulu quitter les réseaux. Après, de près ou de loin, évidemment, j'entends, je lis, je vois ce qui se passe sur les réseaux et je trouve que c'est affligeant. Que ce soit pour la couleur de peau, que ce soit pour l'orientation sexuelle, le genre. I'm a policy officer or a file handler at UNIA, and my role in the organization is to handle and follow up on reports and files about online hate speech that mostly or mainly takes place on social media. Au sein du CSA, on sent véritablement qu'il y a un passage d'un régime où on a voulu, où l'Europe en tout cas a voulu pendant des années déresponsabiliser les plateformes pour leur permettre de bénéficier d'un cadre facile pour pouvoir se développer économiquement, mais qu'aujourd'hui on arrive au bout d'un système et que nous en sommes de plus en plus à devoir réinstaurer un système de responsabilité. On voit de plus en plus comme une forme de solution magique à l'éradication des discours haineux des algorithmes qui vont systématiquement dénoncer ce qui pourrait créer un danger, avec évidemment en contrepartie le danger de cette automatisation et de la liberté d'expression. Derrière l'ordinateur, les gens sont tout à fait à l'aise et que ce système d'autorégulation n'a absolument pas témoigné d'efficacité. De plus en plus d'animateurs, de journalistes sont les victimes de ces messages de haine sur les réseaux sociaux que vis-à-vis des particuliers. Donc, la difficulté de distinguer à partir de quand et dans quel moment on se situe dans un message qui est clairement illicite par rapport à un message licite. Donc, par rapport à ce point-là, c'est effectivement la liberté d'expression qui est en jeu et il faut y être attaché, il faut y faire vraiment attention. Pour moi, il faut considérer que ces plateformes sont des espaces publics, qu'elles doivent être régulées avec des moyens qui vont permettre vraiment aux victimes d'obtenir les outils nécessaires pour identifier les auteurs et pour pouvoir poser la question à un juge indépendant et impartial qui va alors décider de poursuivre et éventuellement de condamner la personne. Autre problème que rencontrent beaucoup de victimes de ces discours de haine, c'est le système juridique belge qui est très là pour le coup protecteur de la liberté d'expression et qui prévoit que lorsque l'on est face à un délit de presse, c'est la cour d'assises qui est compétente pour juger des délits. Forcément, aujourd'hui, avec Internet, tout le monde est journaliste, parce que tout le monde peut récolter de l'information, la diffuser sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, on se rend compte que ces garanties procédurales qui amenaient les délits de presse devant la cour d'assises, eh bien, s'appliquent aussi, en fait, aux diffuseurs de haine sur les réseaux sociaux et leur profitent et leur donnent ce sentiment d'impunité. On a ouvert le groupe en 2008 et maintenant il compte presque 20 000 membres. Le but du groupe est d'échanger des informations utiles et de s'aider l'un l'autre. Au début, en fait, on avait du mal à gérer, à modérer les groupes. Plusieurs fois, certains membres ont été agressifs. Notre outil le plus important, c'est la responsabilisation de tous les membres. D'une situation, en gros, d'irresponsabilité vers des situations où les acteurs sont plus mis en responsabilité par rapport aux actes commis. On part un peu de cette notion que la plateforme était, entre guillemets, une affaire privée, au fait que la plateforme, comme il a été dit, est en réalité un espace public.
l'espace virtuel devienne une caisse de résonance aussi à des situations qui sont très présentes sur les terrains, ça veut dire en même temps aborder, trouver une solution à la désaffiliation des gens. En 2013-2014, on a eu une expérience assez intéressante qui nous a permis de mettre en place un outil pédagogique sur la problématique de la haine en ligne et surtout du cyberharcèlement. C'était un outil avec un film au centre, le film « Ceux qui vous regardent ». Et pourquoi ? Parce que le cinéma, pour nous, est un formidable outil de sensibilisation citoyenne et plus particulièrement auprès des jeunes. La campagne qu'on a fait durant l'année 2020, qui était effectivement sur le harcèlement sexiste en ligne. Alors, en faisant notre campagne, on s'est évidemment rendu compte que Internet, pour les femmes, c'était un lieu de libération de la parole, notamment avec tout le mouvement #MeToo, mais que c'était également un lieu de violence aussi. Ce qu'il faut comprendre en premier lieu, c'est que le harcèlement sexiste en ligne, c'est en fait une extension du harcèlement sexiste qui existe dans l'espace public hors ligne. Et donc la principale différence, en fait, c'est surtout que c'est un phénomène qui va être amplifié de différentes manières. Encourager le développement d'outils de prévention contre les violences faites aux femmes et donc le harcèlement sexiste en ligne, via notamment des appels à projets, mais aussi en pérennisant le financement des associations féministes et de toutes les associations plus généralement qui luttent contre les violences faites aux femmes. Et enfin, l'absence d'une action quelconque des réseaux sociaux qui probablement, quand je dis probablement, c'est pour ne pas dire clairement que c'est le cas, utilisent en fait la violence comme un moyen d'avoir un moteur d'animation des réseaux sociaux, ce qui leur est rentable.